amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir et qui s'intitule « Les nuages » est de François Billedou. Le 17 juillet 1953, l'émission du jeu du mystère et de l'aventure diffusait une nouvelle radiophonique de François Billedou intitulée « Quelqu'un ». À cette occasion, notre ami Maurice Renaud présentait l'auteur en ces termes. François Billedou, un nom charmant qui semble être un pseudonyme et qui pourtant n'en est pas un. Billedou, un nom de poète incontestablement, puisque dès l'âge de raison, c'est-à-dire aux environs de 7 ans, François Billedou composait des poésies, comme il le dit lui-même, ce n'était qu'une maladie de jeunesse. En 1944, un de ses poèmes paraissait dans une anthologie qui allait de Rosemonde Gérard jusqu'à lui. Considérant cet honneur comme un couronnement de carrière précoce, il abandonna la poésie. Un stage de 9 mois à l'Institut des hautes études cinématographiques ne le dirigea pas vers le 7e art comme on aurait pu s'y attendre, mais vers la radio. Il débute en mars 1946 sur les antennes de la radiodiffusion française par une longue série d'émissions de variété intitulée « Les ânes rouges ». Ensuite, le goût de l'aventure le poussant, il part le 20 septembre 1948 pour les Antilles. Durant 2 ans, il est chargé de la direction artistique du poste de radiodiffusion de Fort-de-France. En 1951, il découvre l'Amérique, puis rentre en France. Depuis son retour, il n'a cessé de se livrer à des activités multiples, mais qui restent toujours circonscrites aux arts du spectacle et de la littérature réunis. Je rappelle à présent le fait divers, paru le 13 octobre 1953, qui a inspiré à Billedou l'histoire que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Près de Pontac, Basse-Pyrénées, la voiture d'un boucher qui se rendait à la chasse capote, tombe dans un ravin et prend feu. Le boucher se tire miraculeusement indemne de l'accident. Ce fait divers nous avait été adressé par de très nombreux auditeurs. Un tirage au sort a désigné comme gagnant de la brochure M. Bello à Bordeaux et a attribué à titre de consolation un roman policier à Mademoiselle Ida Malarczyk à Paris et à M. Perrier à Libourne. Voici donc maintenant Les nuages de François Billedou. Mais ne vous étonnez pas trop si dans cette aventure d'un boucher qui tombe avec sa voiture dans un ravin, vous retrouvez bien le ravin et la voiture, mais pas de boucher, pas le moindre boucher. On vous a prévenu, François Billedou est un poète, donc un fantaisiste. Allô, c'est le brigadier? Eh bien, j'aurais du mal à vous avoir en ligne. Eh, ici, c'est Bon Gibault. Un Bon Gibault, le cantonnier, quoi. Eh, salut. Eh, dites, il y a eu un accident de voiture sur la route de Bourganeuf. Oh, ça doit faire pas loin d'1 heure. Eh, je pouvais pas, ouais, je suis à vélo, moi, dites. Il y a quelque chose comme 12 km d'ici là-bas, et puis je suis pas copie, moi, hein. C'est au tournant en épingle à cheveux. Et vous savez, là, près du plateau rouge. Il a fallu que je pédale, hein. Ça monte. Bon, il y avait peut-être 10 minutes qu'ils s'étaient rencontrés avec l'arbre, la bagnole brinque-ballait encore. 2. Oui, un homme et une femme. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
Bon, quel âge, mais avec la tête qu'ils ont, vous savez, hein, à mon avis, ils sont pas loin d'être bousillés, et puis d'ici à ce que vous soyez là-bas, il leur restera pas beaucoup de sentiments, hein. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Je les ai tapotés, je les ai secoués, moi. Et je suis pas Saint-Lazare, moi, hein. Ah non, mon vieux. Non, j'ai du boulot. Mais vous trouverez bien tout seul, quoi. Ça se voit, une voiture dans un arbre. Allez, salut. Amusez-vous bien, hein. Bonjour, brigadier. Bonjour. Je suis l'assureur conseil de Monsieur Dorian, qui a été victime d'un accident hier entre Bourgneuf et Villancros. Ah oui. Quelques renseignements me seraient nécessaires pour l'établissement du dossier. C'est bien vous qui avez fait le constat? Oui. Vous savez que la dame est morte. Oui. Oui, lui n'est pas en meilleur état. Je suis passé à la clinique tout à l'heure, il n'a pas pris connaissance. Oui. Alors voilà. On ne sait pas trop comment l'accident est arrivé. C'est peut-être bien la mécanique qui a fait des siennes. Avant de me rendre sur les lieux, je voudrais savoir dans quel état vous avez trouvé la voiture et ses occupants. Tenez. Voilà le croquis que nous avons relevé. Et les photos. Vous voyez? La voiture s'est retournée en dégringolant et arrivée au fond du ravin, elle est restée les pattes en l'air. Le feu a dû se mettre de la partie aussitôt. La dame était dedans, le bonhomme, lui, il a réussi à sortir à temps. On a retrouvé son corps en haut du ravin. Et ce ravin est assez éloigné de la route, non? Oui, on ne comprend pas ce qui est arrivé. J'ai envoyé un expert étudier les restes de la voiture. Il pourra peut-être nous fournir une explication. De toute façon, Monsieur Dorian avait une assurance tout risque, la compagnie devra casquer. Il y a peu de chances, d'après ce qu'on m'a dit, pour qu'il y ait eu rencontre avec un autre véhicule. Non, il y a 30 kilomètres entre Bourgneuf et Villancros. Et il n'y a pas une seule maison. C'est une route où on ne voit pas grand monde. On est en train d'opérer quelques vérifications auprès des propriétaires des véhicules dont le passage sur cette route nous a été signalé. Qui vous a prévenu? Un cycliste, nommé Bongibaud. À peu près 1 heure après l'accident. Il a fait une déposition? Non, il a téléphoné. Ne pensez-vous pas qu'il aurait pu être la cause involontaire de l'accident? Non, l'aurait dit. C'est un bon bougre. Ce n'est pas un genre de choses qu'on raconte avec plaisir. Oh, non, il n'y est pour rien. Pourrais-je néanmoins le rencontrer? Je n'y vois pas d'inconvénient. Vous aurez du mal à le dénicher. Il travaille en forêt et ne revient en ville que le samedi. Je ne suis pas pressé. C'est une affaire de 2-3 millions. Ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. Monsieur Pongibaud? Ouais. Eh bien, vous aimez la solitude, vous. Voilà 5 jours que je cherche quelqu'un pour m'indiquer où vous êtes. C'est seulement ce matin que j'ai rencontré une dame qui a pu me renseigner. Chacun est libre. Oui, bien sûr. Et alors? Je voulais vous poser quelques questions à propos de l'accident dont vous avez été le témoin. Eh là, le témoin... Je représente la compagnie d'assurance. J'ai pas vu l'accident, moi. C'est déjà bien ma veine d'être arrivé pour voir le résultat. Qu'est-ce qui a dû se passer, d'après vous? Eh bien, le type a raté son tournant et il est entré dans le premier arbre qu'il a rencontré. Et comment a-t-il pu aller basculer dans le ravin? Et quel ravin? Ah si, ça serait pas le petit fossé du bord de la route que vous appelleriez comme ça, non? Alors le gars était sur la route, il devait rouler trop vite. Il a arrêté l'épingle à cheveux et pan, il y avait un arbre au bord de la route, il a mis son nez dessus, voilà tout. Vous connaissez ces photos? Non. C'est le brigadier qui a fait le constat qui me les a communiquées. Voilà dans quel état ils ont retrouvé la voiture. Allons donc, il a dû se tromper de photo. Ou alors il y aurait eu un autre accident le même jour. Je l'ai vu de mes yeux, moi, la bagnole dans l'arbre. Alors? Oh, mais attendez voir. Mais non. Ah, ça alors? Ouais, c'est bien la même bagnole. Et pas dans l'arbre. Dans le ravin, comme vous dites. Vous pourriez jurer qu'au moment où vous êtes arrivé sur les lieux de l'accident, la voiture n'était pas dans la position où vous la voyez sur ces photos? Ah, oui, pensez, je l'ai vu, moi, la bagnole dans l'arbre. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ben, dis donc. Allô, ici la gendarmerie de Bourgneuf. Bonjour, monsieur le commissaire. Je vous fais porter un dossier sur un accident de voiture survenu à un monsieur Dorian, il y a quelques jours, dans l'enceinte de la circonscription. Il y a des histoires compliquées, il faudrait que vous mettiez un inspecteur sur l'affaire. Oui, quelque chose de pas catholique. Qui comprend rien, c'est vous dire. D'ailleurs, ça doit plus être de mon ressort. Entendu. Au revoir, monsieur le commissaire. Bonne continuation. La
brigade de Bourgneuf m'a communiqué à fin d'enquête le dossier sur l'accident survenu le 11 mai dernier vers 14 h entre Bourgneuf et Villancros. Accident où Madame Dorian Paul, née Bersilli, a trouvé la mort alors que son époux, Monsieur Dorian Julien, conduisait. J'ai donc en main le procès-verbal de la première déposition de Monsieur Bongibaud, témoin a posteriori de l'accident, celui de sa seconde déposition, en règle celle-là, établie sur votre demande, le compte-rendu du constat effectué par le brigadier et les diverses pièces y afférentes. Et enfin, votre version de l'affaire. Vous voudrez bien me permettre de considérer votre version comme suspecte. Je comprends que votre souci soit de défendre les droits de la compagnie d'assurance que vous représentez, éventuellement les droits de votre client, n'est-ce pas? C'est évident. Mais en l'occurrence, inspecteur, étant donné les suites mortelles de l'accident, je vous prie d'admettre mon entière bonne foi. Elle n'est pas en cause. Vous faites un métier, n'est-ce pas? La conscience professionnelle peut parfois n'être pas en accord avec la simple conscience. Examinons ensemble le problème. Voulez-vous? Volontiers. Il doit être entendu qu'il tient tout entier dans le fait que l'accident constaté par M. Bongibaud n'est pas le même que celui constaté par la police. Il y a donc eu 2 accidents successifs en l'espace de 2 heures. Bien. Il a été facile de dénombrer les voitures qui ont pu passer sur la route le 11 mai. Villancros est un petit village. On y est curieux. C'est ainsi que nous savons qu'un camion y est arrivé à 13 heures en provenance de Bourgneuf. Selon les déclarations de M. Bongibaud, qui se recoupent avec celles du médecin légiste, il est à peu près sûr que l'accident a eu lieu aux environs de 14 heures. Le camionneur est donc hors de cause. Quant au second accident, il a vraisemblablement eu lieu peu avant l'arrivée de la police, c'est-à-dire peu avant 16 heures. Nous sommes d'accord? Sans doute. Bien. La culpabilité du cycliste, M. Bongibaud, est absolument improbable. C'est pas un idiot. Et je ne vois pas quel intérêt l'aurait poussé. D'ailleurs, il nous a fourni un alibi très solide. Je pense pas non plus qu'il y ait quelques raisons d'envisager l'intervention de bandits romanesques. Il n'y a pas eu vol. En conséquence, monsieur, une seule éventualité mérite d'être retenue. Il y a eu tentative de meurtre de la part de monsieur ou madame Dorian. C'est impossible. Restons-en aux faits, n'est-ce pas? Vous nous avez indiqué que monsieur Dorian n'avait jamais eu d'accident vraiment grave avant celui-ci. Et voilà plus de 15 ans qu'il conduit. En outre, il nous a été affirmé par le médecin de la clinique qu'il n'était pas ivre. Bien. Alors, comment expliquez-vous que ce monsieur, conduisant parfaitement depuis de longues années, ait pu finir par se jeter dans un arbre, sans qu'apparemment il y ait eu de cause mécanique, et sans qu'aucun obstacle matériel apparaissant soudain à travers de sa route puisse rien justifier? Hein? Mais personne n'est infaillible. Oui. Eh bien, je me suis rendu sur les lieux hier, à 14 heures exactement. C'est-à-dire à l'heure présumée de l'accident. Et il me semble avoir une explication plausible. J'étais en voiture, et jusque-là, j'avais roulé dans l'ombre de la forêt. Et puis, au tournant qui précède le virage en épingle à jouer, j'ai reçu brusquement l'éclat du soleil dans les yeux. Heureusement pour moi, je roulais à une vitesse raisonnable. Et voilà pourquoi je n'ai pas pris la succession de M. Dorian dans l'arbre. En effet, n'oubliez pas que l'aiguille de son compteur a été retrouvée bloquée à 110. En revanche, le second accident demeure pour l'instant inexplicable. Du moins, les raisons en sont-elles obscures. Pour moi, je m'obstine sur les données du constat. Madame Dorian est morte, carbonisée dans le fond de la voiture, au fond du ravin, alors que son mari avait pu s'échapper à temps, bien que ce soit lui qui était au volant. Et que concluez-vous? J'en conclus que je dois considérer M. Dorian comme un meurtrier, jusqu'à preuve du contraire. Vous n'avez pas le droit de vous montrer aussi affirmatif. On a toujours le droit de faire des suppositions. Tous les savants vous le diront. Oui, mais vous ne possédez aucune preuve ni aucune justification. Alors pourquoi l'accuser lui plutôt qu'elle? Parce que ça ne me servirait à rien de l'accuser elle, monsieur. Elle est morte. Vous voyez concevoir qu'il est plus normal de traiter les morts en victimes qu'en coupables, c'est ça? Comment expliquez-vous ce meurtre? Ah, je ne l'explique pas. Je compte sur vous pour m'éclairer. Tenez, ayez donc l'amabilité de me parler du ménage d'Orient. Si vous l'aviez connu, l'idée même d'un meurtre n'aurait pu vous effleurer. Voilà 15 ans que je suis l'assureur conseil de M. Dorian. Sans être de ses intimes, j'ai pu juger à qui j'avais affaire. Et la moindre de ces relations pourrait vous confirmer ceci.
Paul et Julien Dorian constituaient le couple exemplaire. Ils étaient très beaux, l'un et l'autre, et quiconque les fréquentait aurait pu jurer qu'ils ne vivaient que par l'amour qu'ils se portaient. C'étaient des âmes sensibles, inspecteur. Comprenez-vous ce que ça signifie? Ils avaient du cœur et de l'honnêteté, mais ils avaient mieux encore, le sens et le goût du bonheur. Ouais. Ils étaient mariés depuis combien de temps? Depuis une douzaine d'années. Ils s'étaient mariés fort jeunes. Aussi, moi qui les connaissais, je suis persuadé que la seule tentative qu'il y ait pu avoir de leur part, en tenant compte de leur caractère un peu romantique, c'est une tentative de suicide en commun. Alors, mon cher, on ne se suicide pas ensemble après 12 ans de mariage. Mais on n'assassine pas sa femme lorsqu'on l'adore. Et personne ne peut nier qu'ils s'adoraient. C'était heureux, monsieur l'inspecteur, l'un par l'autre. Ils étaient l'image même du bonheur. Ouais, bonheur. Vous ne viviez pas avec eux dans leur chambre, n'est-ce pas? Alors vous ne savez rien. Je vous remercie. Comment va ce monsieur Dorian? Il est encore impossible de l'interroger, inspecteur. Il est toujours dans le coma? Non, mais depuis qu'il a repris connaissance, il n'a cessé d'avoir la fièvre. Il délire depuis 2 jours. De quoi parle-t-il? De sa femme. Il n'arrête pas de parler de sa femme. Bien sûr. C'en est même un dessin. Ouais. Bonsoir. Comment vas-tu, docteur? Je viens prendre des nouvelles de Paul Dorian. Ah oui, elle m'a donné du mal. Mais n'oublie pas qu'elle a été retrouvée presque entièrement carbonisée. Par chance, le cou et la tête n'avaient pas été atteints. Alors? Pas plus que les analyses, les radios ne révèlent quoi que ce soit. Pas la moindre trace de violence. Rien qui puisse ressembler à des signes d'étranglement. Elle était horriblement défigurée lors de la rencontre avec l'arbre. Il me serait difficile d'imaginer que l'état de son visage soit dû à des coups, même donnés avec un pavé. Tous les meurtriers n'ont pas un tempérament de brute. Heureusement. Oh, ça ne changerait rien. Merci, vieux. Au revoir. Comment ça va, inspecteur? Vous venez voir si vous pouvez récupérer la bagnole de Dorian? Ouais, mon garçon. Ah ben, j'en ai rarement vu une de ce gabarit ratatiner comme celle-là. Il n'y a que le châssis qui a résisté. Et tenez-vous bien le moteur. Marrant, hein? Il tourne encore. Ah, ça, c'est de la mécanique. Mais après un petit nettoyage, ça va repartir au quart de tour. Marrant. Ouais. Et le gars, dans quel état il est? Ah, le moteur a tenu. Alors il suffira de lui raccommoder la carrosserie. Ouais. Bonjour. Police. Bonjour, monsieur, entrez. Vous êtes la domestique des Dorian, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Depuis longtemps? Voilà 6 ans, monsieur. Ils vivaient le plus souvent ici ou dans leur maison de campagne? Ici. Mais ils allaient et venaient. Il arrivait que monsieur reste ici pendant que madame était à Villefranche. Oui. Ils s'adoraient, n'est-ce pas? Oh oui. Ils étaient si gentils tous les deux avec n'importe qui comme entre eux. Ils n'avaient jamais de petites scènes de jalousie, non? Oh non. Ils se disputaient quelquefois, mais pour s'amuser. Bien sûr. Oui. Ils sortaient beaucoup. Oui, assez. Toujours ensemble. La plupart du temps, oui. Et le reste du temps? Ils se laissaient beaucoup d'indépendance, vous savez, c'est pour ça qu'ils s'entendaient bien. Ouais. Ils ont des parents? Oui. Il y a madame Bersili, la mère de madame, puis... Elle vivait avec eux? Non. Pourquoi? Bah, c'était mieux qu'elle vive de son côté. Elle n'est pas gentille. Ah si, elle est très bonne. Oui. Et ils n'admettaient pas quelques amis dans leur intimité? Ils en ont beaucoup, mais il n'y en a qu'un qui viennent régulièrement, monsieur Antoine Martin. Oui, oui. Monsieur Antoine Martin. C'est un ami d'enfance à eux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je ne sais pas très bien. Architecte, peut-être, ou ingénieur? C'est un ami d'enfance à tous les deux? Oui, je crois, oui. Monsieur et Madame Dorian ont été élevés ensemble. Je sais pas. Arrivait-il à Madame Dorian de sortir avec Monsieur Antoine Martin en l'absence de son mari? Quel mal y a-t-il? Aucun. Ils étaient sortis ensemble dernièrement? Non. Attendez voir. Si. 3 ou 4 jours avant l'accident. Monsieur Dorian était au courant, naturellement. Oui, quand ils sortaient chacun de leur côté, ils laissaient toujours l'adresse de l'endroit où ils allaient. Tiens. Ah ben oui, pour ne pas se perdre. Et cette fois-là, où Monsieur Martin avait-il conduit Madame Dorian? C'est sûrement écrit sur le bloc-notes. Attendez. C'est trop simple. Comment? Rien. Ah voilà, oui.
C'est noté. Ils allaient souvent là, à la Lune. Ah. C'est un petit cabaret qui est sur l'Acheté. Eh bien, merci, mademoiselle. Vous voudrez bien nous prévenir si vous quittez l'appartement, nous pourrions avoir besoin de votre témoignage. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Dites-moi, barman. Monsieur? Monsieur et madame Dorian, étaient-ils de vos bons clients? Oui, oh oui, on les voyait avec monsieur Martin 2-3 fois par semaine, au moins. Avec monsieur Martin? C'est terrible, hein, l'accident qui leur est arrivé. Ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Ah oui. Ils étaient gentils, ça. Ah, ça, on était heureux rien que de les voir. Et elle, vous ne l'avez jamais vue? Si, si. Quelle femme, hein? Une beauté qu'elle avait, cette fille. Ah oui, oui. Quand je pense, je l'avais vue à peine quelques jours avant l'accident. Tenez, là-bas, à la table du coin. Là, on aurait cru qu'elle vieillissait pas, cette femme-là. On lui aurait donné 18 ans. Elle était seule? Non, avec monsieur Antoine, comme d'habitude. Puis monsieur Julien est venu les rejoindre. Monsieur Julien est venu les rejoindre, n'est-ce pas? Tiens. L'été, le soleil endort sur les plages les corps amoureux. Les cœurs s'abandonnent aux journées qui passent, les amours se lassent. Et la nuit descend et l'été s'en va. Il n'y a pas de bonheur sans nuages, mon amour, à quoi pensais-tu? Je rêvais de la mer au fond d'un coquillage, mon amour, à qui rêvais-tu? Je pensais, mon ami, à un très long voyage. Dis-moi, mon amour, où es-tu? Il n'y a pas de bonheur sans nuages, oui. Les feuilles d'automne ressemblent aux adieux. Nous vivons ensemble dans la même chambre, mais rêvant ailleurs. Et l'amour s'endort, c'est l'hiver qui vient. Il n'y a pas de bonheur sans nuages. Mon amour, à quoi pensais-tu? Je rêvais de la mer au fond d'un coquillage. Mon amour, à qui rêvais-tu? Je pensais, mon ami, à un très long voyage. Dis-moi, mon amour, où es-tu? Puis vient le printemps, ses airs de jeunesse, son ciel capricieux. Les arbres fleurissent, les femmes faiblissent, les hommes sourient. Mais les amours changent autant que le ciel. Il n'y a pas de bonheur sans nuages. Mon amour, à quoi pensais-tu? Aux saisons, à la nuit, à mon cœur, à l'orage. Mon amour, à qui rêvais-tu? Je ne sais, peut-être à l'amour, peut-être à toi, peut-être à rien, mon amour. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur Martin, de vous déranger de si bonne heure. Mais c'est par obligation professionnelle. Inspecteur Roulard, j'enquête sur l'accident qui est survenu à vos amis, monsieur et madame Dorian. Ah oui, excusez-moi. Tenez, asseyez-vous. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci. Alors? Est-ce qu'on peut rendre visite à Julien? Non, pas encore.
Comment va-t-il depuis hier? Mieux, mieux. Vous les aimiez beaucoup tous les deux, n'est-ce pas? On ne pouvait pas les connaître sans les aimer. Ouais. Beaux, jeunes, amoureux, fortunés. Ah, ils avaient tout pour être heureux, je sais. Penser qu'une femme aussi belle que Paul puisse être... Julien ne pourra pas lui survivre. Et vous? Quoi? Ah. Moi, c'est pas la même chose. Non, mais vous seriez à la place de Dorian. Vous ne le connaissez pas. Il avait des délicatesses qu'on ne trouve plus guère. Non, moi, c'est différent. Moi, je n'ai pas ces qualités de cœur. Puis, Paul et lui ne vivaient pas comme tout le monde, vous savez. Vous les fréquentiez depuis quand? Oh, j'ai l'impression de les avoir toujours connus. Depuis l'adolescence, nous ne nous sommes à peu près pas quittés. Puis ils se sont mariés si jeunes. Et ils ont été élevés ensemble. Oui, presque. Et où les avez-vous rencontrés pour la première fois? En vacances, je crois. Oui, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et ils étaient là en vacances, tous les deux? Oui, nous avons passé plusieurs années de suite dans le même lieu de villégiature. Alors, je confonds un peu. Oui. Mais de toute façon, j'ai souvenir de les avoir toujours connus ensemble. Ou alors, à moins... Non, je ne sais plus, je ne sais plus. Oh, quelle importance, il y a 20 ans de ça. Oui. Et vous n'étiez pas un peu amoureux d'elle, non? Qui ne l'aurait pas été? Bien sûr. Mais... Excusez-moi de... Rien de plus. Non, pensez-vous. Non, même si moi, je ne la connaissiez pas. Non. Non, ça m'aurait peut-être facilité les choses. Il y a des gens dont on peut être amoureux que de loin. Des gens qui appartiennent à un autre monde que le nôtre. Ah, oui. Et vous ne voyez aucune raison qui ait pu pousser M. Dorian à tuer Mme Dorian? Comment? Non, il ne saurait y avoir la moindre raison valable, n'est-ce pas? Mais c'est inimaginable. Au cours d'une conversation, vous n'auriez pas entendu des propos entre eux qui... Non, n'est-ce pas? Comment peut-on s'arrêter une seconde à la simple idée qu'il aurait pu y avoir chez l'un ou chez l'autre, ne serait-ce que le désir involontaire de tuer? De tuer quoi que ce soit. Ils aimaient trop la vie. Ouais. Eh, je cherche, n'est-ce pas? Pourquoi? Un accident est un accident. Oui, oui, oui. Bon, excusez-moi encore. Au revoir, Monsieur Martin. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, inspecteur? Oh, peu de choses. Non, j'aurais voulu vous demander quelques renseignements à propos d'Antoine Martin, qui dirige votre bureau d'études. Il ne lui est rien arrivé de grave, j'espère. Non. Non, j'enquête sur l'accident survenu à 2 de ses amis. Monsieur et Madame Dorian, oui, je suis au courant. Il a été très touché. C'est un garçon très franc. Autant qu'on peut l'être lorsqu'on pratique la discrétion. Et j'ajouterais qu'il est d'une rare pudeur pour un homme de son âge. Lui connaissez-vous une liaison féminine? Corollairement à ma précédente réponse, il m'est difficile de vous dire quoi que ce soit à ce sujet. Il ne parle guère de ces questions-là. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de se marier jusqu'à présent? Il n'est pas le seul célibataire de 35 ans. Enfin, monsieur, pensez-vous qu'il suffise à un homme normal d'avoir 2 bons amis pour être satisfait sur le plan sentimental et sexuel? Oh, personnellement, je ne le pense pas, mais quant à la vie privée d'Antoine Martin, je ne saurais rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit. Pas grand-chose. Ouais. Madame Bersilli, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur. Inspecteur Boulard. Pardonnez-moi, madame, de venir vous importuner. Je suis chargé d'enquêter sur l'accident survenu à madame Dorian, à votre fille et à son époux. Oui, monsieur. Même pour classer une affaire, nous sommes forcés de réunir une énorme somme de renseignements. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Je n'ai pas d'autre pièce que cette antichambre pour vous recevoir. Ma chambre n'est pas faite. Non. Je vis seule. Non, ce n'est rien, je ne vous retiendrai pas longtemps.
Pourriez-vous me dire, madame, comment votre fille a connu Monsieur Dorian? Oui, par leur ami, Monsieur Antoine Martin. Antoine était un ami d'enfance de Paul. Monsieur Martin et votre fille ont été élevés ensemble. Oui. Jusqu'à l'âge de 2 ans, Antoine a vécu à la maison du temps de mon mari. Puis ses parents ont dû partir pour les colonies, ils l'ont emmené. Nous ne l'avons revu qu'une dizaine d'années plus tard. Il avait alors 12 ans. Oui, 12 ou 13 ans. Et c'est cette année-là que votre fille a rencontré Julien Dorian. Vous croyez? J'avais cru comprendre. Peut-être avez-vous raison. Mais voyez-vous, j'ai perdu mon mari et j'ai dû m'occuper de ses affaires. Je n'avais pas le temps de m'occuper de Paul. Il y avait tellement de problèmes nouveaux qui se posaient à moi. Alors je l'ai confié aux parents d'Antoine. Donc à cette époque, Antoine et votre fille ont été élevés ensemble. Non. Vous ne sauriez croire comme les Martins ont été dévoués. Alors qu'ils avaient mis Antoine en pension dans un collège religieux, ils ont quand même accepté de s'occuper entièrement de Paul. Même pendant les vacances, ils la gardaient avec eux. Mais pendant les vacances, Antoine était là. Non. Il préférait la compagnie des jeunes gens de son âge à celle de ses parents, voyez-vous. Il partait avec des groupements de campeurs. Oui. Alors, à quel moment... Eh bien, une année, Paul devait avoir 15 ans. Sur la fin des vacances, j'ai pu me libérer de mes occupations et nous nous sommes tous retrouvés à Cavalère. Et certainement, c'est à ce moment-là que Paul a fait la connaissance de Julien. Ils ne se quittaient pas. Mais vous savez comme sont les jeunes gens. Ils ne racontent rien, voyez-vous. Pourtant, ils n'ont pas pu nous cacher qu'ils s'étaient pris d'une grande passion l'un pour l'autre. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Antoine n'a pas été un petit peu jaloux, comme peuvent l'être les jeunes gens? Oh non, je ne pense pas. Paul et lui s'aimaient comme frères et sœurs. Oui. Et par la suite, alors que Julien avait 19 ans et votre fille 17, ils se sont épousés. Oui. Et depuis, pas un nuage entre eux, rien. Rien. Ils menaient, m'a-t-on dit, une vie assez indépendante. Oui. C'était mieux. Oui. Mais ils n'étaient heureux que lorsqu'ils étaient ensemble. Lorsqu'ils étaient séparés, ils éprouvaient une espèce de peur. Peur de quoi, mon Dieu? Je veux dire que l'amour est un trésor difficile à défendre. Ils pouvaient avoir peur de le perdre ou qu'on le leur vole, n'est-ce pas? Oui. Et malheureusement, ils n'avaient pas d'enfants. Ils en étaient désolés. Et ils rêvaient tous deux d'en avoir un jour. Ils craignaient de vieillir. Et oui. Paul, surtout, désirait un enfant. Et son mari... Mais lui aussi. À lui aussi. Et ils étaient désespérés de ne pas en avoir. Non, pas désespérés. Ils avaient une telle confiance dans la vie. Ils s'amusaient parfois à faire passer Antoine pour leur fils. Antoine est resté si jeune d'allure. Oui. Eh bien, pardonnez-moi encore mon intrusion, madame. Je vais attendre que votre gendre soit rétabli pour qu'il me confirme les divers détails de l'enquête. Et l'affaire s'arrêtera là. Mes hommages, madame. Monsieur? Ah, vous avez meilleur visage, monsieur Dorian. J'étais impatient de vous voir remis. J'ai tellement entendu parler de vous. Vous me croirez si je vous assure que j'étais impatient de faire connaissance avec un homme heureux. Oui, même s'il ne l'est plus. J'ai vu plus souvent des têtes d'hommes qui avaient 20 ans de misère derrière eux que 20 ans de bonheur. Alors... Non, je ne veux pas vous fatiguer. C'est moi qui vais parler, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire d'amour. Il n'est peut-être pas nécessaire que j'insiste sur les généralités. On sait bien que les femmes un peu trop jeunes, qui ont un air de jeunes filles, on ne les comprend pas plus que si elles étaient de véritables adolescentes. Ah, elles sont secrètes, ces demoiselles. Parfait. Passons aussi sur les légendes, sur le petit jeu du couple idéal, sur les manières indépendantes. Il y a de ces illusions qui réjouissent toujours le commun des mortels, et auxquelles il faut laisser croire, n'est-ce pas? Alors chacun mène sa vie comme il l'entend. C'est mieux, tout le monde vous le dira. On ne risque pas d'être atteint par les petits tracas du doute, on se fait mutuellement confiance. Et pendant qu'on y est, on fait également confiance au reste du monde, à la vie.
à l'ami d'enfance. On n'est pas jaloux, non. Non, mais un jour, on a l'estomac un peu dérangé, ou on a mal dormi, et on surprend sa femme. Oh non, elle ne fait rien de mal. Mais enfin, c'est agaçant d'avoir toujours un chaperon, même si c'est un ami d'enfance. Alors on décide de faire un petit voyage, pour s'éloigner un bout de temps de l'ami trop collant, et puis pour s'aimer un peu, seul à seul. Mais tout ça discrètement, n'est-ce pas? Sans esclandre, sans explication vulgaire. Ce serait ennuyeux de se débarrasser franchement de l'ami d'enfance. Il faudrait faire une scène. Madame s'inquiéterait. Il faudrait peut-être lui faire une scène à elle aussi. Alors le mieux, c'est de s'échapper, sans penser plus loin, pour éclaircir un peu tout ça. Alors on roule, on se grise de vitesse. 120 km à l'heure, c'est agréable. Mais la jalousie a commencé à faire son petit boulot d'asticot. Non, ne parlez pas. Vous êtes encore faible. La jalousie. Malgré tout, on ne tient pas à savoir les choses trop nettement. N'éveillons pas le chat qui dort, n'est-ce pas? Surtout ne pas poser de questions. L'amour ne résiste pas à la jalousie. Alors, tout en conduisant, on parle négligemment d'Antoine, comme d'habitude. Comme s'il s'agissait d'une conversation sans importance. Dans une voiture décapotable, c'est un vrai plaisir de rouler. En plein jour, à l'ombre des arbres, dans le vent. On parle. Rien ne pèse beaucoup, les paroles et le vent. C'est du pareil au même, tout ça. Et puis en souriant, elle répond. Oh, elle ne dit pas grand-chose, non. Non, rien de grave. Mais une toute petite chose quand même, qui ressemble à un aveu. Il ne s'est presque rien passé. Mais la jalousie, monsieur. La jalousie se contente de peu. Une peccadille l'enflamme. Et la jalousie aveugle autant que le soleil. Alors vous vous jetez dans un arbre pour détruire le monde d'un seul coup. Elle me trompait. Qu'est-ce que vous dites? Elle me trompait avec Antoine? Non. Comment le savez-vous? Qui vous l'a dit? Vous avez des preuves? Vous ne le saviez pas? Mais tout le monde le savait autour de vous. Tout le monde pense que c'est la raison pour laquelle vous l'avez tué. C'est faux. Oui, oui. Je l'aurais tué pour ça. Mais je ne l'ai pas tué pour ça. Je ne savais pas. Je savais rien. Oh, c'est monstrueux. Et elle ne me dira plus pourquoi. Comment? Non, c'est impossible. Vous mentez. Mais alors pourquoi l'avez-vous tué? C'est mon affaire, foutez le camp. Que s'est-il passé entre le moment où vous vous êtes rencontré avec l'arbre et le moment où la police vous a retrouvé au bord du ravin où vous aviez précipité votre voiture? Je ne sais pas. J'étais évanoui. Ouais, et vous avez agi dans un état somnambulique. Mais vous avez eu suffisamment de force après le premier accident pour remettre en marche, lancer la voiture en direction du ravin et sauter vous-même de votre place. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Bonjour, inspecteur. Ouais. Ah, Roulard. Dis donc, mon vieux, on te cherche partout. On nous a téléphoné pour toi il y a bien 2 heures de la clinique Saint-Claude. Ton bonhomme Dorian s'est échappé. Bon Dieu! Oui, on a mis 2 gars sur ses traces, mais jusqu'à présent, il patauge. Oh, bon Dieu! Ce sagan-là va faire du dégât. Envoyez-moi quelqu'un 11 rue de la Verrière, chez Antoine Martin. Où est-il? Vous êtes un beau salaud. Où est-il? Je ne sais pas. Arrêtez-vous de faire le mariole, vous avez couché avec elle. C'est faux. Je ne vous crois pas. Je m'en fous. Lui m'a cru. Oui, bien sûr, il préférait vous croire. On n'avait certainement pas l'habitude des honnêtes gens. Et des sentiments purs. Sortez d'ici. Oui, ça va. Madame, c'est un monsieur qui vient voir monsieur. Entrez, monsieur, asseyez-vous. Annette. Oui, madame.
Vous avez prévenu monsieur? Oui, madame, j'ai téléphoné à la préfecture, mais monsieur n'y était pas. On m'a répondu qu'on allait le prévenir et qu'il fallait que monsieur Dorian attende. Merci, Annette. Vous êtes également de la police? Non. Vous êtes la mère de l'inspecteur Roulard? Non. Sa femme. Pardon, madame. Voilà 20 ans qu'il me supporte, monsieur. Je devrais dire qu'il me conserve. Regardez donc. Il me fait vivre dans la douceur, bonbons, fleurs. Oh, ça a été dur au début pour lui autant que pour moi. Mais voyez-vous, on s'habitue à tout. Même à avoir la moitié du corps paralysé et à vivre assise dans un fauteuil roulant. Ouais. Lorsqu'on est bien vivant, comme ce pauvre Édouard, on ne doit pas pouvoir s'habituer à être empêché de tourner en rond par une impotente. Quelquefois, sa douceur ressemble à de l'héroïsme. Oh, je le vois bien. Il est blanc de rage. Pas contre moi, non, non, non. Je ne sais pas, moi, contre la vie. Mais il contient sa rage. Il est gentil. Si gentil. Madame, c'est le téléphone. Eh bien, répondez, Annette. Allô? Oui? Oh, c'est... Non. Non? Oui? Oui? Allô, Annette, ne vous affolez pas. Et ne dites rien. Écoutez attentivement. L'homme qui est actuellement dans l'appartement, il est à côté de vous? Et madame aussi? Bon. Arrangez-vous pour qu'il ne m'entende pas. C'est un individu dangereux. Mais restez calme, je vous dis. Vous allez sortir de la pièce. Vous irez dans ma chambre. Et vous prendrez le revolver qui est dans le tiroir de la table de nuit. Méfiez-vous, il est chargé. Et rappelez-vous ce que vous devez faire pour ôter le cran d'arrêt. Bon. Puis revenez dans la pièce le plus vite possible. Placez-vous derrière l'homme. Oui. Et s'il tente quelque chose contre ma femme, tirez. C'est un ordre. Allez, maintenant raccrochez. J'arrive dans 5 minutes. Oui, oui, au revoir. Oh, mais je ne pourrais pas, Mais qu'y a-t-il, Annette? Rien, madame, c'est mon ami, madame. Mais arrêtez cette sirène, bon Dieu, il va l'entendre. Mais ralentissez pas, voyons. Alors vous avez bien compris, vous autres, hein? 2 montent par l'escalier de service. 2 autres me suivent. Et toi, tu passes par l'échelle de secours qui donne sur la fenêtre de ma chambre. Personne ne devra pénétrer dans l'appartement tant que je n'aurai pas donné le signal. Compris? Bon. Alors vous vous tiendrez prêt. Après l'accident qui lui était arrivé, cet idiot-là a sûrement l'esprit dérangé. Et en plus, il est furieux. Alors évitez le bruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai pas pu, j'ai trop peur. Il n'est rien arrivé? Non, monsieur. Allez entrouvrir la porte de la cuisine et restez à attendre. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, inspecteur. Ah, je vais te reconduire dans ta chambre, ma douce. Nous avons à parler, monsieur et moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Voilà. Alors, j'étais venu pour vous rendre la monnaie de votre pièce. J'avais compris. Vous avez un ange gardien très sûr en la personne de Madame Roulard. Oui. Alors? Vous voulez savoir pourquoi j'ai tué Paul? Oui. Je roulais très vite, quand soudain, après un tournant très prononcé, le soleil m'a aveuglé. Et j'ai pas vu venir le tournant suivant. Le choc m'a étourdi. Au bout d'un moment, je me suis réveillé, j'ai vu Paul. J'ai vu le visage de Paul. Paul était la plus belle femme du monde. Et elle était
méconnaissable. Le choc l'avait affreusement défiguré. Je regardais son visage et je ne retrouvais aucun de ses traits. Alors, ce n'était plus elle, vous comprenez? Je me suis souvenu d'une demande qu'elle m'avait faite plusieurs fois. J'avais refusé d'y répondre. Mais là, j'ai cru comprendre pourquoi elle insistait tellement. Ce n'était pas un enfantillage. Elle voulait que je lui jure de la tuer si un jour elle était défigurée. Et elle avait ajouté, même si à ce moment-là j'ai peur, même si à ce moment-là je te supplie d'oublier ce que je te demande, elle m'assurait qu'elle ne pourrait plus vivre, ni aimer si... Et elle est sortie de son évanouissement. Elle n'arrivait pas à parler, mais ses yeux brillaient de frayeur. Ses mains cherchaient à retrouver les traits de son visage. Je ne sais plus ce qu'elle a pensé, je ne sais pas s'il a eu peur de moi, je ne sais pas si elle s'est rappelé le serment qu'elle m'avait demandé. Nous n'avons rien dit et j'ai essayé de redémarrer. Miraculeusement, le moteur a répondu. J'ai réussi à diriger la voiture jusqu'au bord du ravin. Et juste au moment de basculer dans le vide, j'ai jeté un regard sur cette étrangère qui était à mes côtés. Et l'instinct de la conservation m'a poussé à ouvrir la portière et à me jeter à terre. Un arbuste m'a retenu. Et à nouveau, je me suis évanoui. Salaud. Oui. Vous bénéficierez vraisemblablement des circonstances atténuantes. Étant donné que le meurtre a eu lieu après un accident qui a pu avoir sur votre esprit, en effet... Non, inspecteur, je vous remercie. Que feriez-vous en cas de légitime défense? Ouais. Eh bien, j'essaierai de ne pas vous tuer, Dorian. Bien sûr. Vous n'êtes pas une lâcheté. Alors? Merci, inspecteur. Vous ne me devez rien. Les nuages, cette histoire de François Billet-Doux avait pour interprètes Jean Mauvais, Raymond Pellissier, André Vasselet, Arlette Thomas, Solange Certain, Pierre Marteville, Gaëtan Jor, Jean-Claude Michel, Pierre Olivier, Paula Régier, Lisette Lemaire, Geneviève Morel, Jean Negroni et Jean-Marie Amato dans le rôle de l'inspecteur Roulard. La chanson Les nuages de François Billet-Doux et Christiane Verger était interprétée par Hélène Martin. Mis à part le fait que l'accidenté s'était miraculeusement tiré de la catastrophe, c'est somme toute un accident assez banal de la route qui nous a été rapporté par François Billet-Doux et qui a été adapté par lui pour cette nouvelle. En opposition avec ce genre de faits divers, nous sommes efforcés d'en sélectionner quelques-uns cette semaine qui nous ont frappés par leur originalité dans les envois que vous nous avez fait parvenir. En voici un, par exemple, cité à d'assez nombreux exemplaires, qui pourrait inspirer un auteur que le surnaturel ou le fantastique attirerait. Une bague en bronze qui donne de violents maux de tête et de la fièvre à celui qui la porte a été dérobée au musée de Herne, dans le comté de Kent. La bague, qui date de 500 ans, a été trouvée en 1934 par une écolière dans les ruines du ferme dans la région. La jeune Sheila Atkins l'emporta à l'école pour la montrer à ses camarades et en l'espace de quelques heures, le maître et tous les élèves qui l'avaient touchée souffraient de maux de tête. Les parents de Sheila l'essayèrent, mais tombèrent malades à leur tour. La bague fut alors placée au fond d'un tiroir où elle resta pendant 19 ans, jusqu'au printemps de cette année, où M. Atkins l'a remis pour s'en débarrasser au musée de Herne Bay. La bague porte l'initiale U, qui pourrait vouloir dire en anglais unlucky, c'est-à-dire malchanceux. Et aujourd'hui, la police de Herne Bay recherche le voleur, un homme souffrant très probablement de violents maux de tête et qui a de la fièvre. En voici un autre du même ordre, qui nous est rapporté de Lorient. À Belle-Île, Kerdalidec était un village simple, calme et tranquille jusqu'à vendredi dernier. Ce soir-là, à 21h30, de lourdes pierres se mirent à tomber sur les toits. Les habitants en eurent l'appétit et le sommeil coupé. Samedi, dimanche, même cérémonie. Quelques villageois ont été touchés, dont l'un eut une épaule sérieusement contusionnée. Lundi soir, vers 19h30, des morceaux de schiste gris descendaient du ciel à nouveau.
La maréchaussée fit cerner le village par des volontaires, les habitants furent surveillés et interrogés, mais en vain. Le sorcier de Kerlanidek n'a pas encore livré son secret. Qui sait, peut-être s'agit-il là de projectiles lancés par de malicieux passagers d'une soucoupe volante. Les animaux sont presque toujours à l'honneur chaque semaine dans les faits divers. C'est ainsi qu'on nous souligne de plusieurs côtés le curieux fait suivant. Un homme chassait dans les bois. Il posa son fusil pour quelques instants. Le chien, reniflant de ci de là, heurta la gâchette. Le coup partit et un magnifique faisan s'abattit au pied du chasseur. Voici les noms de quelques-uns des auditeurs ou auditrices qui nous ont fait parvenir les faits divers cités. Monsieur Valentin à Perpignan, Madame Bouchet-Bedel à Caen, le docteur Porte à Mâcon, Madame Lafaille à Villiers-le-Bel, Monsieur Paul Kurtz à Paris, Monsieur Henri-Pierre Poulet à Lyon. Nous rappelons que c'est seulement le fait divers retenu pour une adaptation radiophonique qui donne droit à la brochure de cette adaptation, dédicacée par l'auteur et les interprètes. C'est ce fait divers dont Pierre Véry va vous donner connaissance maintenant. Le fait divers qui a été retenu cette semaine pour une émission ultérieure apparu dans la Marseillaise du 24 octobre 1953. Le voici. Masqués et armés de mitraillettes, 3 gangsters entre action enlèvent 5 millions à un encaisseur. Il nous a été adressé par Madame Marie Cossu, place Ferrer à Fuveau, Bouches-du-Rhône. Sa lettre ayant été endommagée, nous lui serions très obligés de vouloir bien nous confirmer très lisiblement son adresse, afin que nous puissions, le moment venu, lui envoyer la brochure dédicacée qui sera tirée du fait divers. J'ajoute que le soin de construire une histoire en partant de ce hold-up a été confié à 2 célèbres auteurs de romans policiers, Léo Mallet et Thomas Narcejac. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Nous sommes désolés de ne pas compter parmi nous ce soir notre amie Germaine Beaumont, empêchée pour raison de santé. Nous espérons qu'elle sera de retour parmi nous mardi prochain. Elle a néanmoins tenu à nous adresser son opinion sur les derniers romans policiers qu'elle a lus cette semaine. Opinion que nous allons vous communiquer. On se souvient du très remarquable roman policier de Boileau-Narcejac intitulé « Celle qui n'était plus » et qui parut voici 2 ans chez De Noël. Rien n'est plus difficile que de renouveler un succès. C'est cependant ce tour de force que viennent de réussir en collaboration Boileau et Narcejac. Leur nouveau suspense s'appelle « Les visages de l'ombre ». Il paraît également chez De Noël et cette fois il a pour thème dramatique la cécité. Un riche et puissant industriel lyonnais a perdu la vue à la suite d'un accident. Alors qu'il est encore en pleine activité, en pleine force, en pleine autorité, pourrait-on dire, il se trouve dépendre de son entourage, de sa femme Christiane, de son frère Maxime, de son associé Hubert et même de son chauffeur. Il a été décidé qu'une convalescence s'imposait pour lui dans une propriété qu'il possède en Vendée, au bord de la mer. On l'y emmène en voiture. Et là-bas, il sent croître autour de lui un étrange malaise, celui de ne pas retrouver tous les points de repère qui l'eussent aidé dans son malheur. Sans son assentiment, sa femme a fait procéder à des réparations, à des aménagements. Puis son frère meurt d'une crise cardiaque. Il entend sonner le glas au village proche. Il se fait conduire au cimetière où l'attend une révélation affreuse. Il perçoit autour de lui les impondérables d'un complot. Il croit que sa vie est en danger. Il essaye de fuir vers le village, où il espère trouver du secours, des amis. Mais je ne puis révéler le dénouement d'horreur vers lequel des indices très précis ont cependant acheminé le lecteur. Car les auteurs ont admirablement respecté les règles du jeu, et leur suspense est une fois de plus, par sa technique comme par son inspiration, une réussite exceptionnelle. Les spectacles vus par Roger Régent. Nous avons pour habitude dans cette émission de parler des films ou des pièces qui ont à la base de leur histoire un fait divers. Mais il y a aussi des faits divers qui ont à leur base une histoire romanesque, ou un film ou une pièce de théâtre.
On a souvent prétendu, par exemple, que de nombreux jeunes gangsters et même de jeunes assassins avaient appris leur métier, si l'on peut dire, au cinéma. Évidemment, je ne prétends pas que le spectacle de la môme vert de gris ou de cet homme est dangereux que l'on vient de nous présenter cette semaine soit de nature à encourager la vocation de l'enfant de cœur. Non. Mais il faudrait vraiment que les jeunes gens et jeunes filles ayant l'ambition de faire carrière d'assassins et d'escrocs en tout genre soient bien naïfs et, disons-le, bien bêtes pour prendre comme modèle les héros de ces films afin de devenir dans la vie quelques terreurs photogéniques. Mais enfin, là n'est pas la question. Je vous parlais tout à l'heure de cet homme est dangereux que l'on vient de nous montrer sortant tout chaud des studios de la périphérie parisienne. Vraiment, ce genre de film est désarmant. Tous les trucs, toutes les ficelles de la série plus ou moins noire sont disposés dans cet enchevêtrement, d'ailleurs inextricable, de bagarres, de poursuites et de prétendus suspense. Le plus fort, c'est que ces messieurs qui ont fait le film sont probablement persuadés d'avoir réalisé le fin du genre. À côté de ces enfantillages, un film comme L'Assassin a de l'humour, qui est loin d'être un chef-d'œuvre, certes, prend tout de même l'allure d'un très bon film. N'exagérons pas, mais enfin, il y a là la manière anglaise, qui est, comme chacun sait, très agréable. Le scénario de L'Assassin a de l'humour nous raconte vraiment une histoire à dormir debout. Quand nous connaissons le dénouement, que je ne vous dévoilerai pas, nous pensons que l'on nous a tout de même pris pour des spectateurs bien naïfs. Mais oui, justement, et c'est cela la manière anglaise. Ce qui compte surtout dans le cinéma anglais, c'est la manière de nous raconter une histoire plutôt que l'histoire elle-même et que sa crédibilité. La première moitié de ce film, qui est tiré d'un roman d'Edgar Wallace, de Ringer, est un peu laborieuse, mais la toute dernière partie est vraiment d'un humour irrésistible. Il y a un personnage de Cockney, voleur à la tire, remarquablement interprété par William Hartnell d'ailleurs, qui est très savoureux. Cet honorable escroc, en portant une valise dans laquelle il a entassé l'argenterie de son patron, est arrêté par un policeman. Au commissariat, il raconte une histoire insensée. Alors mon pied a buté contre une valise posée sur le trottoir. J'ai dit, qu'y a-t-il dans cette valise? Et, imperturbablement, continuant tranquillement son interrogatoire, le policeman, qui note les déclarations de l'inculpé, demande « Et qu'a répondu la valise ?» Voilà, tout le cinéma anglais est dans des détails de cette sorte. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été tirée d'un fait divers paru dans France ce soir du 7 octobre 1953. En voici le résumé. Un poète et parlementaire asiatique, de passage à Paris, a été dépouillé d'une valise contenant 20 feuilles de papier parfumées et pailletées d'or que les lettrés orientaux aiment à utiliser pour y écrire des poésies. Ces précieuses feuilles de papier ont été retrouvées dans les chaussures d'un clochard qui s'en était fait des chaussettes russes. Cette histoire, humoristique et d'aventure, a été imaginée et écrite pour vous par Jean Marcillac. Radiodiffusion française vous a présenté Fait divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, et au cours de laquelle vous avez pu entendre Les Nuages, une histoire de François Billedou, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. See how tired you are.
much you've been shown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end, but I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain, but right now I'd rather lose you
than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home.